Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test express du Oppo F1 Plus, qui est donc un téléphone, le nouveau téléphone de la marque, une phablette de 5,5 pouces, qui a la particularité, comme vous pouvez le voir déjà, de reprendre beaucoup des codes d'Apple, qui fait que ça va plaire ou non. Moi, j'aime pas trop pour certains trucs, mais on va le voir dans le test. Il a toutes les bandes 4G, il aura sûrement Project Spectrum, donc ça vous pouvez regarder dans la prise en main, j'en ai fait une pour Project Spectrum. Donc livré avec 5.1, 389 euros, il a un MT6755, écran Full HD, et surtout il est vendu comme un selfie phone, même si je trouve que c'est pas sa qualité première. Je l'ai en version or doré, enfin rosé. Alors c'est pas ce qui sera vendu dans le commerce, c'est vendu en doré. Moi, c'est parce que Lionel sait que je suis un peu féminin sur les bords, donc il a décidé de m'envoyer la version rosée. Non, vraiment, voilà, c'est juste la version Vietnam qu'on a en test. Ce qui fait qu'on va voir un petit peu ce que ça vaut. Voilà. Après, le côté un peu Apple, on va voir, c'est un peu particulier. Je suis curieux de ce que vous pouvez en penser après le test. N'hésitez pas à commenter par rapport à ce que fait Oppo et aller chercher un peu gravier chez Apple. Alors, au niveau du design, on se retrouve donc avec un appareil qui est très Apple. On dirait de face, on dirait le Meizu Pro 5 ou Pro 6 avec donc cette façade très Apple, écran 2,5D pour avoir ce côté arrondi. On a surtout cette touche, ce qui me fait penser au Meizu, qui est ovale, qui reprend un peu les Samsung, et donc qui est plus vers l'intérieur comme le Meizu et qui permet aussi de s'en servir comme lecteur d'empreinte. Donc ça c'est une bonne chose. Au niveau des bords noirs, on est sur quelque chose de très correct. Et par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est ce côté Apple. Alors, ça casse un petit peu justement ici pour le côté Apple, mais on va le voir surtout au dos où on ressent vraiment ce côté Apple. Vous pouvez regarder d'ailleurs la prise en main où justement je m'attarde, je fais une comparaison avec un iPhone 6S, donc pas le plus mais le S, c'est déjà une bonne comparaison sur ce design et qui, comme vous pouvez le voir, est vraiment poussé en termes de copie, on va dire, je sais pas, d'inspiration très poussée du côté de la pomme. On peut voir que vraiment, il manque limite le bouton pour mettre en muet, mais sinon, globalement, c'est à peu près la même chose. On peut voir aussi au niveau des antennes que ça reste un petit peu plus classe quand même. On a quand même Oppo ici, on a donc l'appareil photo avec le même design, avec le flash légèrement déporté. On a ici le tiroir SIM, on peut mettre l'ASD et aussi une micro SD. On peut voir ici, bon, on reste sur du micro USB, mais on a vraiment le côté haut-parleur, micro USB, etc. Donc ça reste quand même extrêmement bien fini, mais voilà, on sent réellement que c'est pris de Apple, on sent que clairement il ne se cache même pas pour aller chercher du côté d'Apple. Au niveau de la surcouche, on reprendra surtout les codes aussi d'iOS au niveau des icônes, mais même en y parcourant par exemple les différents menus. Donc par exemple, si on regarde dans les paramètres, on ressent vraiment ces petites choses, notamment après quand on a toutes les applications de base qui sont mises tout en bas et ce côté vraiment minimaliste avec un minimum de choix. On peut voir qu'ils sont allés un peu plus loin sur l'appareil photo aussi, par exemple, avec ces menus qui vont vraiment beaucoup plus loin dans le côté justement Apple. Donc c'est assez impressionnant, on n'a même plus le choix de mettre en 13 mégapixels, en 8 ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans le minimum de chez minimum. On peut le voir aussi par exemple sur les photos, où on va voir ça, mais on peut avoir en série d'images, où c'est très proche aussi, beaucoup de codes sont repris, même l'application paramètres par exemple, l'application calculatrice est très proche aussi, même on peut voir calendrier, horloge, au niveau des icônes c'est vraiment très proche, chose qui fait vraiment pour moi vraiment ça, c'est surtout le multitâche. Donc vous pouvez regarder la comparaison complète sur la prise en main aussi que j'ai fait, que vous pouvez regarder dans la description, j'ai mis aussi le lien. C'est vraiment très impressionnant. Au-delà de ça, on se retrouve quand même une surcouche qui est bien, mais elle a tendance à perdre en stabilité et à avoir des bugs qui apparaissent au bout de quelques jours si vous ne le redémarrez pas. C'est un peu problématique en espérant que ce soit réglé au fur et à mesure des mises à jour. C'est un petit peu dommage quand même d'avoir ce genre de choses où ça manque d'optimisation. Au niveau de Geekbench, on se retrouve donc avec un Helio P10, ou appelé aussi MT6755, qui est donc le remplaçant du MT6753. Au niveau des scores, on est à peu près sur un score donc de 870 et 3300 points, ce qui équivaut à peu près à une performance de 15-20% de plus que sur le 6753.
donc une bonne performance, donc qui est plutôt pas mal. Donc un octo-cœur en Cortex A53. Si on regarde sur donc GFX Bench, on peut voir que l'évolution est vraiment pas mal aussi, puisqu'on se retrouve avec un score entre 12 et 56% de mieux, si on regarde ici les scores en 1080p, face au Venator qui lui est équipé du MT6753. Ce qui en fait des scores, voilà, on est équipé d'un Mali T760 T860 MP2 qui en fait un processeur graphique très correct et ce qui fait qu'en jeu il se débrouillera très bien. Niveau autonomie, on se retrouve avec un score de 6h25 sur YouTube, avec donc écran à luminosité à fond, donc vous pouvez regarder dans la description. Donc 6h25 c'est plutôt pas mal, mais en réalité on est à moins que ça, je suis environ à 5h écran allumé, ce qui est beaucoup moins bien que YouTube, comme quoi c'est pas forcément représentatif, donc avec un côté réseaux sociaux, le tout sur une journée. On est sur une moyenne, voilà, classique 5h, c'est correct, sans être vraiment... je m'attendais à mieux avec un écran AMOLED. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça aurait pu faire mieux. En termes d'écran, on est sur un écran 5.5 pouces Full HD, un écran AMOLED, qui vraiment en termes de couleur est pas mal du tout, mais a tendance à être un petit peu flashy, notamment au niveau des rouges. Au niveau des angles de vision, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Au niveau de la luminosité au minimum et au maximum, on est pareil sur une plage très large, ce qui fait qu'au minimum, ce sera très bien pour le soir, au maximum aussi. La chose un petit peu sympa, c'est qu'on va avoir la protection au niveau des yeux oculaires, donc qui va permettre de gérer en fait, et si on va au maximum, on a 3 modes pour pouvoir reposer les yeux en se protégeant de la lumière bleue au maximum, donc une très bonne chose. Au niveau du son, donc en haut-parleur, on sera sur quelque chose de très correct, assez vraiment quelque chose de correct. Ça se débrouille plutôt bien, alors par contre ça vaut pas du tout ce qui est en façade par exemple sur d'autres téléphones. En haut-parleur, en jack, on a quelque chose qui est vraiment pas mal, avec en plus le côté Dirac HD qu'on peut activer dans les options, avec toute une partie égaliseur. Le son est vraiment bon, ce qui fait qu'on a vraiment une qualité d'écoute très très bonne. Globalement, avec un bon casque ou de bons intras, vous aurez une bonne qualité d'écoute pour toutes les musiques. Donc, ça peut, pour certaines exigences, ça peut tout à fait plaire à pas mal de monde. En termes de photos, alors en façade, on a la particularité d'avoir un appareil 16 mégapixels pour les selfies, alors que je trouve pas forcément extraordinaire en soi, mais qui a le mérite d'être là, mais je le trouve c'est pas ce qui fait sa force en soi. On a quand même pas mal de détails, mais ça manque quand même de détails pour un 16 mégapixels, quelque chose qui est quand même pas mal vanté. À l'arrière, on a un capteur de 13 mégapixels, mais qui a tendance à avoir du mal à faire le focus sur certains objets, avec un flash qui est très puissant et qui a tendance un peu à brûler certaines fois, ce qui fait qu'on peut faire des photos, on devrait pouvoir faire des photos très correctes, mais à cause de ce manque d'optimisation du focus, on a quelque chose qui malheureusement manque clairement en qualité. Donc ça c'est vraiment dommage, il se débrouille mieux en vidéo, ce qui fait qu'on peut faire des bonnes photos, mais il faut être dans de bonnes conditions, et avec un peu de chance, vous arriverez à faire des clichés corrects. Ça, je pense surtout que c'est un problème d'optimisation, puisqu'on est sur le même capteur que le Huawei Mate 8, qui, lui, se débrouillait bien mieux. En jeu, on se retrouve avec donc un Mali T860 MP2, ce qui fait que sur les différents jeux que j'ai fait, donc Death Effect 2, Unkilled et Clash Royale, il s'en sort honorablement. Notamment, on peut le voir sur Dead Effect 2, c'est totalement fluide. Unkilled, c'est un petit peu du mal parce qu'il demande pas mal de ressources sur les derniers API qui ont été mis en place, OpenGL 3.0, qui est quelque chose de très évolué en termes de graphisme, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un appareil qui n'aura pas de soucis particuliers pour les jeux, même les prochains, il devrait pouvoir les accueillir sans problème. La puce graphique est quand même très puissante, c'est le dernier haut de gamme de chez ARM, le dernier de chez Mali, ce qui en fait un appareil tout à fait correct en jeu, mais on est qu'en 2 cœurs, ce qui en fait un excellent en milieu de gamme, un très très bon processeur pour les jeux. On est quand même moins bon qu'un Snapdragon 650, qui lui est vraiment mieux. Alors que dire de ce produit, de ce Oppo F1 Plus? Eh bien dans l'ensemble c'est plutôt un bon appareil, tant en termes de finition que de performance, ou même d'équipement embarqué. Mais le souci, c'est que ça attend tout d'abord, elle est vraiment trop sur ce côté Apple. Ça va plus loin que chez Meizu, donc ça peut plaire comme déplaire, mais moi je trouve que c'est pas forcément quelque chose de très positif. C'est un peu dommage puisqu'on perd la signature de Oppo.
Et aussi, le souci, c'est que malgré qu'on est sur une surcouche qui reprend beaucoup des codes d'Apple, le problème, c'est qu'on n'a pas la même stabilité. On aura pas mal de bugs qui apparaissent au bout de quelques jours. Ce qu'il faut, c'est redémarrer l'hôtel tous les jours pour éviter ces bugs. Ça, c'est vraiment dommage puisque ça nuit à la qualité de l'appareil dans l'ensemble. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, pour 389 euros, l'ensemble de l'appareil est vraiment pas mal. Mais voilà, ce qui me fait tiquer, c'est quand même voilà, ce côté où il faut redémarrer l'appareil pour avoir quelque chose de stable. À 389 euros, c'est un petit peu de mal à passer. Après, on a quand même l'avantage d'avoir toutes les bandes 4G. Pour un appareil chinois, c'est quand même pas mal du tout. On a 64 Go de stockage, 4 Go de RAM, et donc un Helio P10, un octo-cœur qui est quand même relativement puissant, relativement performant, ce qui fait que ça va combler pas mal de gens sur à peu près tous ces points de vue. Ce qui manque actuellement, c'est des mises à jour de l'appareil pour stabiliser tout ça, autant pour l'appareil photo que pour l'ensemble de la stabilité de l'appareil. Je suis aussi curieux, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, de me dire ce que vous pensez de l'appareil, vous, par rapport à ce côté où ça va vraiment chercher les clients Apple, ou les gens qui cherchent à avoir du Apple à 2 fois moins cher, en gros. Je suis très curieux, moi en tout cas je suis pas pour, c'est très personnel, hein. Parce que voilà, on perd la signature d'Oppo et ça reste un produit qui va chercher à copier son voisin en se disant voilà, moi par contre je suis chez Android, mais sans garder sa propre signature, et ça c'est dommage. Là où Meizu garde quand même sa propre signature, il est quand même reconnaissable par rapport à un iPhone. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.